Bonjour à tous, donc aujourd'hui nouveau chapitre nomenclature en chimie orga, on va attaquer la correction des exercices de la dernière fois. Donc c'est parti. Alors premier exercice, exercice 10, page 117. Donc première question, on nous demande quels sont les principaux constituants d'une molécule en chimie orga. Alors les molécules organiques sont principalement constituées de carbone et d'hydrogène. S'il y a du carbone et de l'hydrogène, il y a de grandes chances que ce soit une molécule organique. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à côté de ces deux éléments? On retrouve aussi souvent de l'oxygène, de l'azote, du chlore, du soufre, etc. On peut retrouver un petit peu de tout, mais le plus souvent quand même, oxygène, azote, chlore, soufre. Voilà. Ok, alors, maintenant on va essayer de faire un petit florilège de molécules connues et voir un peu si elles sont ou pas organiques. Donc, premier exemple, il s'agit du butane. Alors le butane, C4H10, effectivement c'est une molécule organique, il n'y a que du carbone et de l'hydrogène, c'est un classique. L'eau, H2O, n'est pas une molécule organique, c'est une molécule minérale. L'ammoniac, pareil, ça n'est pas organique, il n'y a pas de carbone. L'éthanamide, alors ça c'est une molécule qui mélange du carbone, de l'hydrogène, de l'azote et de l'oxygène, c'est une molécule organique. L'éthanol, pareil, molécule organique. L'acide éthanoïque, là encore, molécule organique. Le dioxyde de carbone, par contre, lui, ce n'est pas une molécule organique, puisqu'il n'y a pas d'hydrogène. Voilà. Alors, exercice 11. Donc cette fois-ci, on va regarder différentes molécules représentées avec une formule développée, ou semi-développée plutôt. Et on vous demande comment on appelle ces écritures. Bon, alors, l'écriture où les hydrogènes sont écrits à côté des carbones. On appelle ça des formules semi-développées. Elles seraient développées. Les formules développées, ça correspond à tout est dessiné à distance. Toutes les liaisons sont représentées, y compris les liaisons carbone-hydrogène. Là, on n'a pas de liaison représentée carbone-hydrogène, donc on est sur des formules semi-développées. Alors, le piège ici, c'est que les 4 dessins qui sont représentés dans le livre sur l'exercice 11 sont en fait 4 fois la même chose. La représentation d'une formule semi-développée peut varier, on n'est pas obligé de faire tout le temps la même chose, c'est donc pas une représentation unique, contrairement à la formule brute qui elle est tout le temps la même. Ici par exemple on trouve C3H8O1 pour toutes les molécules, d'ailleurs on peut ne pas mettre le 1 après le O, et au final la molécule en question, elle est représentée en 3D ici, et c'est toujours la même qu'on a dans l'exercice. Alors on est parti pour l'exercice 12, cette fois-ci on nous demande d'analyser, de qualifier des chaînes carbonées qui nous sont présentées, il y en a 4. Alors la première, la A, on a donc un carbone ici, un carbone ici, un carbone ici, le long d'un axe qu'on va appeler la chaîne carbonée. Alors ça, c'est une particularité d'avoir une chaîne en une seule fois, une chaîne linéaire, en un seul morceau. C'est donc une alcane linéaire, et ici, comme on a 3 carbones, on va appeler ça du propane. Prop, ici, ça veut dire 3, et ane, c'est un alcane. Voilà. Deuxième exemple, l'exemple B. Alors ici, on a un exemple qui ressemble un peu au premier, sauf que ici, on a rajouté une petite branche et un autre CH3 en dessous. Alors ça veut dire que la chaîne n'est plus linéaire, elle est ramifiée. Il y a une branche, un embranchement si vous voulez. On appelle ça des alcanes ramifiés. Comme il y a 3 carbones dans la chaîne principale, alors par exemple, ça c'est la chaîne principale, il y a 3 carbones, et dans la branche, il y a un seul carbone. Bien dans ces cas-là, on va appeler cette molécule 2-méthyle, parce que c'est le carbone numéro 2 qui porte le groupement méthyle, propane, puisqu'il y a 3 carbones dans la chaîne principale. Méthyle voulant dire qu'il n'y a qu'un seul carbone dans l'embranchement. Et ça s'appelle aussi de l'isopropane. Voilà, donc on va passer à l'exemple C. Alors dans l'exemple C, on a 1, 2, 3, mais attention, 4 carbones. C'est une chaîne linéaire aussi. Attention, c'est pas parce que il y a
dans la formule développée, un CH3 vers le bac, c'est forcément une ramification. En fait, la chaîne carbonée, elle est linéaire et elle a juste été dessinée avec un coude à la fin. Et comme il y a 4 carbones dans cette chaîne, on appelle ça du butane. But voulant dire 4 dans la nomenclature chimique. Dernier exemple, on a 1, 2, 3 carbones, mais cette fois-ci, ils forment un cycle en fait. Alors quand on a une chaîne cyclique, on appelle ça un alcane cyclique. Ici on a 3 carbones, donc on va avoir une chaîne cyclique à 3 carbones qu'on va appeler en nomenclature standard cyclo pour cycle, prop pour 3, ane, cyclopropane. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur ces molécules. Exercice 15. Alors, ici, l'exercice, ça va consister à essayer d'identifier des groupes fonctionnels sur ces molécules. Alors pour ce faire, on va utiliser un tableau. Et donc, on va, à l'aide de ce tableau, identifier les fonctions présentes sur les molécules. Alors, on va commencer par la première molécule, la molécule A. Et là, on va simplement voir que on a à la fin de la molécule un groupement OH. Donc on a 3 atomes de carbone, 3 atomes de carbone et un groupement OH. Il s'agit donc d'un alcool. Deuxième molécule, on a 2 carbones et ici un groupement O double liaison. Donc il est ici ce groupement, et donc ça on reconnaît un aldéhyde ou une cétone. C'est double liaison O. Troisième molécule, on a une chaîne carbonée encore, et on a un O double liaison C, cette fois-ci au milieu. Alors c'est aussi un carbonyle, comme dans la molécule B, qu'on va tout de suite entourer. Hop. Alors entre la molécule B et la molécule C, il y a une différence notable. Dans la molécule B, le carbone qui porte l'oxygène avec une double liaison est en bout de la chaîne. Il n'est pas au milieu, il est au bout. Dans la molécule C, le carbone qui porte le double liaison O est au milieu. Il n'est pas au bord. Quand le carbone qui porte la double liaison O est en bout de chaîne, on appelle ça un aldéhyde. Quand le carbone qui porte la double liaison O est au milieu de la chaîne, pas au bord, on appelle ça une cétone. C'est pour ça qu'il y a 2 mots marqués ici. La différence, c'est en bord aldéhyde, au milieu cétone. Dernier exemple, la molécule D. Alors pour la molécule D, on a toujours 2 carbones, mais là cette fois-ci on va reconnaître d'une part le groupement OH, caractéristique des alcools, et à côté un groupement O. Donc notre carbone porte 2 fonctions en même temps. Une fonction hydroxyle, comme un alcool, et une fonction carbonyle, comme une cétone ou un aldéhyde. Un carbone comme ceci, c'est un carbone qu'on appelle un acide carboxylique. C'est-à-dire qu'il a les 2 fonctions en même temps. Donc comme c'est le même carbone qui porte les 2, c'est un acide ça. Un acide carboxylique. Voilà, donc première molécule, c'est un alcool. Deuxième molécule, c'est un aldéhyde. Troisième molécule, c'est une cétone. Et dernière molécule, c'était un acide carboxylique. Alors, exercice 16. Donc, on nous demande à quelle famille de composés appartient cette molécule. Alors, le nom est bien compliqué, 3-éthyl, 2-méthylpentanol. Alors, on a la fin du nom de la molécule ici qui finit par un OL. OL, ça veut dire qu'on a une fonction alcool placée sur le carbone 1. Donc c'est donc une molécule de la classe des alcools. Donc ensuite on va écrire on va décomposer le nom pour comprendre ce que c'est. Alors on a un
ane, donc c'est un alcane avec 5 carbones dans la chaîne principale. Ensuite, on a deux ramifications, une ramification méthyle avec un carbone, une ramification éthyle avec 2 carbones. La ramification méthyle est en position 2, la ramification éthyle est en position 3. Donc on a ceci. Alors on vérifie que c'est bien ça. On a déjà en position 1, on a une fonction OH. Ensuite, en position 2, nous avons une fonction CH3, un méthyle, groupement, une ramification avec 2 carbones. En position 3, nous avons une ramification avec 2 carbones, donc éthyle. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 carbones dans la chaîne principale. Donc on a bien dessiné un 3-éthyle, 2-méthylpentanol. Voilà. On passe à la molécule suivante. 4-éthyle, 2-méthylhexane 3-on. Alors celle-là, elle est un peu plus compliquée. Déjà, on a une terminaison en on, ça veut dire que c'est une cétone. C'est-à-dire qu'on a un carbone qui porte un oxygène avec une double liaison. Pareil, on va lire la molécule à l'envers. On a une oxygène double liaison portée par le carbone numéro 3 sur la chaîne principale d'un alcane qui fait 6 carbones, qui comporte 2 ramifications, une ramification méthyle au carbone 2 et une ramification éthyle au carbone 4. On obtient ceci. Alors on va vérifier déjà qu'on ne s'est pas trompé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc ici mes 6 carbones de ma chaîne principale. Mon squelette carboné. Vous pouvez compter, il y en a bien 6. Je prends le troisième. Je lui mets un oxygène double liaison. Donc là j'ai ma cétone, ma fonction cétone. Ensuite, en position 4, ici, j'ai un groupement éthyle avec 2 carbones. En position 2, juste avant l'acétone, j'ai un groupement méthyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai bien 6 carbones. Bon, bah tout va bien, j'ai bien 4 éthyle, 2 méthylhexane, 3 on. Et ça ressemble à ça, donc une molécule comme ceci, avec un carbone au milieu et une double liaison avec un oxygène ici. Dernier exemple, le 2,3-diméthylbutanal. Alors, terminaison en AL à la fin, ça veut dire qu'on a affaire à un aldéhyde, c'est-à-dire une double liaison O, mais sur un carbone en fin de chaîne. C'est un aldéhyde. Alors, pour comprendre comment ça marche, butane, ça veut dire 4 carbones alcanes, 2,3-diméthyl, il y a 2 groupements méthyl en position 2 et 3. Ça donne ceci, le carbone qui porte la fonction aldéhyde, il est forcément en bout de chaîne. Ensuite, le deuxième et le troisième carbone portent chacun un groupement méthyle. Et j'ai bien 1, 2, 3, 4 carbones dans ma chaîne principale. J'ai bien du 2,3-diméthylbutanal. Et ça ressemble à ça. Bien. Alors, on va revenir sur la manière dont on nomme des molécules en chimie org. Alors, la manière dont on va nommer les molécules, c'est une procédure qui est systématique. Tout le temps la même manière. Et ça marche à tous les coups. Il faut juste apprendre les règles de base. Alors, on va les voir ensemble, les règles de base, rapidement. On va chercher d'abord dans la molécule qu'on a nommée la chaîne carbonée la plus longue possible, qui contient obligatoirement, attention, obligatoirement elle doit contenir le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, c'est le carbone qui porte une fonction type hydroxyle pour l'alcool, ou carbonyle pour une cétone ou un aldéhyde. Donc c'est important de l'identifier, et lui il fait forcément partie de la chaîne principale ou la chaîne la plus longue. Alors, par exemple dans l'exemple qu'on a ici, on a un carbone, un autre 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 carbone. Il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Cependant, un des carbones ici a un rôle particulier car il porte une fonction OH, il porte un groupement hydroxyle. Ce carbone est donc le carbone fonctionnel, il fait forcément partie de la chaîne la plus longue.
Alors si maintenant on essaie d'identifier la chaîne la plus longue, ben, on a plusieurs possibilités en fait. Là par exemple, il y en a une ici, hop 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 hop. Mais attention, on aurait très bien pu aussi identifier celle-ci comme étant la chaîne la plus longue, ou encore celle-ci. Alors on va voir qu'en chimie, quel que soit le choix qu'on fait, à partir du moment où on choisit bien la chaîne carbonée la plus longue, on aura à la fin le même résultat. Ce ne sera pas exactement les mêmes atomes qu'on va utiliser, mais le résultat, le nom de la molécule sera le même. Ça ne dépend pas du choix qu'on fait si on a un choix à faire. Bien, alors une fois qu'on a trouvé quelle était la chaîne carbonée la plus longue, on va maintenant chercher le sens de numérotation. Donc on est obligé de numéroter pour se repérer sur la chaîne carbonée, on est obligé de numéroter les carbones. Alors on a deux possibilités, hein. Vous pouvez prendre la numérotation depuis un bout ou l'autre. Donc on peut commencer ici ou on peut commencer ici. Si on commence ici, on a 1, 2, 3, 4. Le carbone fonctionnel porte le numéro 4. Si on commence ici, 1, 2, 3, 4, le carbone fonctionnel porte le numéro 1. Quand on a le choix, on choisit la numérotation qui permet à ce que le carbone fonctionnel ait le numéro le plus petit possible. Ici, donc, ça sera 1, 2, 3, 4. Et donc c'est du butane, hein, puisqu'on a 4 carbones, et c'est du butane alcoolique, du butanol. Et comme le carbone fonctionnel est au numéro 1, c'est du butane 1-ol. Alors, une fois qu'on a trouvé la chaîne carbonée la plus longue et qu'on a trouvé le sens de numérotation, on va nommer les ramifications dans le sens alphabétique. Alors, les ramifications, ça s'appelle aussi les groupes alkyles. C'est tout ce qui n'est pas dans la chaîne principale, mais qui est quand même avec du C et du H. Ici, on a un groupement qu'on reconnaît CH3, c'est un groupement méthyle. Ici, on a un autre groupement méthyle, et deux groupements méthyle ensemble, là, ça nous fait du diméthyle, 2 fois déméthyle. Et pour dire où sont ces méthyles, on va utiliser pareil la numérotation qu'on a définie au départ, 1, 2, 3. Les deux groupements méthyles sont portés par le carbone numéro 3. Donc au final, quand on va écrire le nom de la molécule, on va écrire 3, 3, puisque ce sont les deux carbones, le carbone qui porte les deux groupements méthyles est en numéro 3, 10 pour dire qu'il y en a deux, méthyle, puisque c'est les groupements méthyles, butanol, parce que c'est le nom de la chaîne principale. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire à chaque fois, quel que soit ce qu'il y a sur la molécule. Donc on reprend, on identifie la chaîne carbonée la plus longue avec le groupe fonctionnel, on numérote de telle sorte à ce que le carbone fonctionnel ait le numéro le plus petit, et ensuite on spécifie la position des groupements. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Et c'est pas plus compliqué que ça, il suffit de le faire systématiquement comme il faut. On va maintenant parler un petit peu d'étirement de molécules et de stretching si vous voulez, ou comment les molécules font de la gym une fois qu'on les éclaire. Plus sérieusement, on va parler du principe de base de la spectroscopie infrarouge en chimie organique. Alors pour illustrer le principe, c'est très simple. Prenez ici une ampoule, c'est-à-dire un générateur de lumière infrarouge. Alors effectivement, avec nos yeux, on ne la verra pas. Je représentais ça avec ce faisceau de lumière rouge, mais en fait, l'infrarouge, on ne le voit pas. Mais si on vous éclaire avec de l'infrarouge, vous verrez rien du tout. On va faire passer cette lumière à travers, ici, un bécher. On va remplir avec un récipient quelconque, pas forcément un bécher d'ailleurs, mais on va faire traverser la lumière infrarouge par un liquide, ou un gaz d'ailleurs. Et on va regarder avec une caméra infrarouge de l'autre côté combien de lumière est passée à travers le dispositif. Alors, si votre système est parfaitement vide ou que vous mettez un liquide qui n'absorbe absolument pas les infrarouges, 100% de la lumière est transmise. C'est-à-dire que si vous avez 100 lumières ici, vous avez toujours 100 de l'autre côté. L'intensité est la même de part et d'autre. Donc, il n'y a pas d'absorption, toute la lumière traverse. Maintenant, ok. Alors maintenant, imaginons qu'on place dans notre récipient intermédiaire une substance, par exemple de l'éthanol. La lumière infrarouge incidente va traverser le bécher, mais une partie de la lumière infrarouge va être absorbée par les molécules. Cette absorption va conduire à ce qu'il y ait moins de lumière de l'autre côté, peut-être 80% de la lumière par rapport au départ.
Et donc ça, on va enregistrer avec la caméra qu'il y a moins de lumière pour cette couleur d'infrarouge. Alors là, c'est pareil, hein, on peut faire ça pour toutes les couleurs de l'infrarouge, représentées ici entre marron et rose, mais là encore, hein, c'est juste pour se représenter les choses. Hein. Si vous éclairez par exemple avec cette couleur d'infrarouge, que vous faites passer ça à travers votre récipient, vous allez avoir que 80% de la lumière qui est transmise. Donc vous allez le noter précieusement, changer la fréquence et regardez comment ça change. Bien. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau microscopique. Quand on envoie de l'infrarouge sur une molécule en chimie organique, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va prendre un exemple tout simple, on va prendre une molécule de CH4, et on va regarder ce qui se passe pour les deux hydrogènes qui sont en haut, là, ces deux-là. Quand vous allez envoyer de la lumière sur cette molécule, instantanément, les liaisons entre les différents atomes vont être modifiées. Alors, il y a différents types de modifications qui peuvent arriver. D'abord, vous avez la possibilité pour les hydrogènes par rapport au carbone de se déplacer comme ceci. Donc soit ils se déplacent en phase, soit en opposition de phase, et ça nous donne un petit peu un effet gymnastique, haltérophilie sur la molécule, elle va bouger un petit peu. Mais l'énergie qui a servi à faire bouger les atomes, elle est absorbée, et donc on a une absorption, il n'y a plus de lumière qui passe. Là, on a aussi un autre mode où on va faire réduire, rallonger ou raccourcir les liaisons. Donc ça, c'est de l'élongation. Pareil, en phase ou en opposition de phase. Et enfin, on peut les faire avancer ou reculer vers l'avant et vers l'arrière en opposition de phase ou en phase. Donc on voit que tous ces modes de mouvement en fait correspondent à des possibilités de déplacement de l'hydrogène par rapport au carbone ou de n'importe quel atome par rapport à n'importe quel autre atome. C'est valable pas que pour le carbone et l'hydrogène. Et ces différents mouvements vont créer une absorption de l'onde infrarouge et donc diminuer la quantité d'infrarouge qui traverse la molécule. Maintenant, si on étudie par exemple une molécule d'éthanal, ici, donc c'est un aldéhyde, il y a un carbone relié à un oxygène avec une double liaison, et le reste c'est des hydrogènes. Si on fait traverser de la lumière à travers un échantillon d'éthanal, on va obtenir ce spectre. Ça veut dire que pour certaines longueurs d'onde, certaines fréquences, on va avoir une absorption de l'onde incidente, c'est-à-dire qu'on va mettre en mouvement les atomes les uns par rapport aux autres dans la molécule. Mais on voit que ça n'arrive pas n'importe où, ça arrive à certains endroits. Ça correspond à certaines énergies nécessaires pour mettre en mouvement, par exemple l'oxygène par rapport au carbone, ou l'hydrogène ici par rapport au carbone. Et ça c'est très intéressant parce qu'on a une méthode qui permet de montrer les liaisons qu'il y a dans une molécule. Parce qu'évidemment, on n'a jamais accès directement à ça. On a toujours un flacon avec le liquide à l'intérieur ou le gaz. Et on essaie de déterminer comment il est constitué. Donc grâce à cette méthode, on va pouvoir, sans détruire un échantillon, analyser son spectre infrarouge et regarder potentiellement quelle est sa constitution microscopique au niveau des atomes. Alors pour faire ça, on va utiliser une grille de lecture un peu particulière, c'est qu'on va identifier les plages de nombre d'ondes, de longueur d'onde. Alors, en général, les spectres infrarouges sont notés en nombre d'ondes, ici, par centimètre. Donc 3000, 2000, 1000, c'est pas dans l'ordre, c'est dans l'ordre décroissant, là, attention. Et ça correspond grosso modo à la longueur d'onde, l'inverse même de la longueur d'onde. Et donc, en fonction de la position des pics par rapport en longueur d'onde, par rapport à la position des pics, on va pouvoir déterminer ce que l'on a. Par exemple, ici, on nous dit qu'on a un aldéhyde, donc on s'attendrait à trouver autour de 1730 un pic d'absorption. En fait, il est là. Donc en regardant les différents pics d'absorption, donc les endroits où la transmission est très basse, et ce tableau-là qui est dans votre livre, on va pouvoir identifier des molécules à partir de leur spectre et déterminer leur géométrie. Ça, c'est très très puissant.
D'ailleurs, pour s'entraîner à faire ça et pour mettre en pratique cette technique, je vous invite à faire les exercices suivants de votre livre. Ça vous permettra de voir un petit peu comment ça se passe et on corrigera ça dans la prochaine vidéo. Et pour les vacances, je vous donnerai très certainement à faire un exercice un peu plus sophistiqué en utilisant le logiciel Molview qui permet donc de regarder des molécules et de voir ce que ça donne en termes de spectre. D'ailleurs, on va regarder sur 2-3 exemples simples ce que ça fait. Bien, alors on reprend. On est donc dans notre logiciel qui permet de travailler un petit peu avec les molécules. Et on va dessiner déjà une molécule de CH4, du méthane. Alors c'est une molécule organique, il y a du carbone et de l'hydrogène, elle est toute simple. Maintenant, on va, donc en 3D on obtient ça, hein, cette jolie molécule. On va maintenant envoyer des infrarouges dessus et voir qu'est-ce qui se passe. Alors pour ça, on va aller dans l'outil spectroscopie. Et là, il nous propose de regarder le spectre infrarouge. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors, en bas, on a le nombre d'ondes hein, par centimètre. On obtient des zones ici où il se passe rien. La transmission est quasiment à 100%. Donc là, le liquide est complètement transparent. Ensuite, on rentre dans une zone assez chaotique avec plein de pics d'absorption, où l'absorption peut diminuer à des valeurs très basses, hein, 20%. Enfin, la transmission tombée à des valeurs très basses, 20%, c'est-à-dire qu'il n'y a que 20% de la lumière qui traverse. Hop, on retourne sur une partie où quasiment tout passe. Et on obtient ici à nouveau une zone où il y a beaucoup d'absorption, avec une transmission qui peut tomber jusqu'à moins de 5%, ici très bas. Donc, on va regarder maintenant dans le tableau qu'on a sur les différentes fréquences et à quoi elles correspondent. On se rend compte que des absorptions autour de 3000, hein, dans cette zone-là, ça correspond en fait à l'élongation des liaisons CH. Là, comme on en a 4, bah, c'est un peu la fête, là, ça c'est long, il y a des élongations dans tous les sens. Et de l'autre côté, on a des déformations entre 1370, donc par là, hop, 1370 et 1470, là, hop, sur cette plage, c'est plutôt les déformations des liaisons CH. Donc en fait, ici, on retrouve bien un spectre d'une molécule organique. Alors si maintenant on ajoute un carbone ou deux, tiens, et qu'on essaye donc de faire la même chose, le même spectre, mais pour une molécule un peu plus compliquée, on y va. Alors celle-ci, il y a 3 carbones. 3 carbones, c'est donc du propane. On va regarder le spectre du propane. Pareil, spectre infrarouge. Et là, on a à nouveau entre 1400 et 1370, on va avoir de l'absorption qui correspond à la déformation des CH. Et ici, entre 3000 et 2800, de l'élongation des CH. Donc on a bien ces deux zones qui correspondent aux liaisons CH. Alors maintenant, on va faire un truc un petit peu différent. On va remplacer ici l'oxygène, le carbone par l'oxygène. On va faire un C2O H4. Donc, il faut que ça vérifie les règles d'assemblage et de Lewis pour les molécules. Hop. Donc, on a une molécule, ça c'est de éthanol, de l'éthanol. Allons voir maintenant le spectre de cette molécule. Alors, dans la même solution, en solution, comme ceci, hop. Alors là, on observe qu'on a toujours, à cause des CH, cette absorption ici entre 2800 et 3000, hein, ça c'est les CH. Là, ici, autour de 1400, etc., on a les CH qui sont en déformation. Mais on va se rendre compte qu'on a l'apparition ici d'autres pics. Alors, est-ce qu'ils correspondent à quelque chose? Non. Rien qui correspond à ça, donc ça c'était pas un bon exemple. Alors,
Maintenant, on va faire un autre exemple. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets 5 carbone à la queue leu. On nettoie un peu. Avec 5 carbone, je me retrouve avec du pentane. Alors, si on regarde le spectre du pentane, hop, bon bah toujours hein, autour de 1400, on a la déformation, en dessous de 3000, on a l'élongation. Ok. Maintenant, on va remplacer, on va ajouter un oxygène ici, on va éliminer l'hydrogène et on va mettre une double liaison. On va faire une cétone, c'est-à-dire une molécule organique sur laquelle il y a une double, sur laquelle il y a un des carbones qui porte une double liaison avec un oxygène qui n'est pas en bout. Alors, on vérifie, hop. Maintenant, on va regarder ce que ça donne en termes de spectre. Voilà, donc on a en dessous de 3000 et au-dessus de 2800, on a toute la partie élongation des CH, comme d'habitude. Ensuite, on a vers 1400, on a la partie déformation des CH, comme d'habitude, hein, là. Hop. Et là, on a un pic très marqué ici à 1730. Exactement. Et ça correspond aux doubles liaisons O. Ça, c'est la déformation du C double liaison O, qu'on voit très nettement ici. Et tout à l'heure, elle n'y était pas. Hein. Sur le pentane, elle n'y était pas du tout. Mais sur le 3-pentanone, elle est là, elle est bien marquée. Alors, pour faire la différence, on va éliminer cet oxygène et on va en mettre un là. Donc, là, ça n'a pas marché parce que c'est une double liaison qu'il devrait y avoir ici. Puisqu'il s'agit d'un aldéhyde cette fois-ci. La double liaison est portée par un carbone à la fin de la chaîne. Donc en fait, j'ai oublié d'enlever un hydrogène. Voilà. Alors forcément, sur un truc débile, le logiciel, il le fait, mais c'est débile. Comme son nom l'indique. Donc là, on a presque la même molécule que tout à l'heure, sauf que le carbone qui portait la double liaison, tout à l'heure c'était celui-là, maintenant c'est celui-là. Et si on fait maintenant la spectroscopie de cette molécule, on se rend compte que c'est un peu différent. Donc on a toujours ici la partie qui correspond à l'élongation des CH, ici la partie qui correspond à la déformation des CH, ici on a toujours un pic, alors pour les aldéhydes, qui est aux environs de 1730, et ici, on a un pic à 2700 qui correspond en fait aux aldéhydes. C'est un truc qu'on n'a pas si on a une cétone. C'est le CH qui gigote lui aussi. Voilà. Donc, vous voyez le principe. Hein. Si je prends une molécule et que je regarde comment elle est constituée, si je fais son spectre infrarouge, je vais avoir une correspondance entre les pics d'absorption que je vais observer, la transmission qui diminue, et l'agencement des atomes dans la molécule. Ça, c'est très utile parce que c'est de la chimie, c'est une méthode chimique pour analyser la géométrie d'une molécule sans avoir à la détruire. There. I hope you enjoyed our time together today. You know, it seems harder and harder to just sit back and enjoy the finer things in life. Well, till next time. Ta-ta.